Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur le cours de la diffusion thermique dans laquelle nous allons nous intéresser à réaliser un bilan d'énergie en symétrie sphérique. Alors, dans ce cours de diffusion thermique, nous avons commencé à rappeler l'écriture des deux principes de la thermodynamique dont nous avons vu une écriture infinitésimale entre des instants infiniment proches. Et puis, grâce à celle-là, nous allons continuer dans la partie de détermination de la diffusion thermique. Donc, nous avons déjà vu l'existence de la loi de Fourier. Et cette loi de Fourier combinée au bilan d'énergie, que nous allons voir ici en symétrie sphérique, va nous permettre de trouver l'équation de la chaleur, ou l'équation de la diffusion thermique, qui sera l'équation fondamentale de ce cours. La résolution de cette équation, dans un second temps, nous permettra soit d'étudier dans une première application ce qui se passe en régime permanent ou en RQS, en régime quasi-stationnaire, et on verra la notion de résistance thermique, et notamment on pourra ici étudier les déperditions thermiques à travers les fenêtres, par exemple, d'une habitation, et on verra une deuxième application que sont les ondes thermiques, et ça nous permettra de traiter des problématiques comme l'effet de cave ou les puits canadiens, ce qu'on verra un petit peu plus tard dans ce cours. Mais revenons sur le bilan d'énergie qui nous intéresse ici. Nous l'avons déjà étudié en coordonnées cartésiennes, en coordonnées cylindriques, et donc ici nous allons l'étudier en coordonnées sphériques. Donc imaginons qu'on veuille connaître un champ de température dans un objet sphérique. Donc par exemple on peut considérer une pomme qu'on placerait dans un four, et on aimerait savoir quel est le champ de température dans la pomme au cours du temps. Donc on peut modéliser la pomme par une sphère, et on veut savoir par exemple la température en un point M quelconque de la sphère. Donc je vais appeler O le centre, M est ce point-là, et pour repérer le point M, on peut prendre le repère sphérique, c'est le plus adapté, donc ER, Eθ et Eφ, puis on va chercher la température au niveau du point M en fonction du temps. Alors le point M peut être repéré par ses coordonnées du repère sphérique, R, θ et Φ. Alors toutefois, le système étudié, on s'aperçoit qu'il est invariant par rotation d'angle θ ou Φ. Vous tournez la pomme selon θ ou Φ. Si cette pomme est parfaitement sphérique, on va négliger toute variation due aux rotations d'angle θ et Φ. Ce qui fait que la température ne va pas dépendre de θ et de Φ. Et donc, la température va être une fonction de la position petit r et du temps. Voilà ce qu'on observe. Et alors, quelque chose d'intéressant, c'est que d'après la loi de Fourier, on va voir vecteur densité de courant thermique, JQ, qui est égal à moins lambda fois le gradient du champ de température, qui sera égal ici à moins lambda d rond t sur d rond R, alors qui dépend de R et de T, puisque T dépend de R et de T, ER. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que JQ est une fonction de R et de T, donc c'est ça que j'appelle JQ, et est porté par ER. Donc on a dans la pomme un vecteur densité de courant thermique dans notre sphère qui sera radial, ça veut dire que il sera toujours porté par le vecteur ER, et donc il sera collinaire ainsi au vecteur représenté dans le cercle ici, dans la sphère ici. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir appliquer le premier principe, le bilan d'énergie, afin de trouver l'équation vérifiée par la température dans la pomme. Alors, redessinons la pomme, redessinons la sphère, donc de manière générale. Sur quel système allons-nous appliquer le premier principe? Eh bien, il faut appliquer le premier principe sur un système dans lequel la température est définie. C'est-à-dire que la température doit être la même en tout point du système, la température doit être uniforme sur le système. Alors, comment trouver un système
dans lequel la température est la même en tout point, mais il va falloir découper notre pomme, notre sphère, en morceaux comme ça. Regardez le morceau que je colorie en jaune, là, qui est entre les deux sphères en pointillés. Et bien tous les points coloriés sont à la même distance du centre haut de la sphère, et donc sont tous à la même température, puisque la température ne dépend que de cette distance. Donc ici j'avais finalement une sphère de rayon R, ici une sphère de rayon R plus dr, et donc ce que nous allons faire, c'est qu'on considère le système, donc matériaux compris entre R et R plus dr. Et c'est sur ce système que nous allons appliquer le bilan d'énergie. Alors au passage, ce système possède un volume, qui est un volume infiniment petit, que je note delta V. Alors pour analyser ce volume, le plus simple c'est de se dire, finalement, ce système a une épaisseur dr, et pour trouver le volume, il suffit de multiplier par la surface sur laquelle s'appuie ce volume, qui est la surface de la sphère de rayon petit r, et donc c'est 4 pi r carré. Finalement, vous pouvez imaginer que ce volume jaune, vous le découpiez, vous l'aplatissiez, donc vous auriez un volume de hauteur dr et de surface 4 pi r carré. Alors, si vous ne le voyez pas bien, vous pouvez aussi le démontrer d'une manière plus simple, finalement, c'est-à-dire que delta V, c'est le volume de la sphère de rayon R plus dr, moins le volume de la sphère de rayon R. Vu que c'est la portion de volume qui est comprise entre les deux sphères. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas été très précis dans mon système, c'est le matériau compris entre les sphères de rayon R et R plus dr. J'ai été un peu rapide. Donc delta V, c'est le volume de la sphère rayon R plus dr moins le volume de la sphère de rayon R. Ce qui fait, par application du théorème de Taylor, le d rond v rond sphère sur d rond R, dr. Mais qu'est-ce que c'est que le volume d'une sphère? C'est 4 tiers de pi r cube. Donc ça fait d de 4 tiers de pi r cube sur d rond R dr. Et si je dérive 4 tiers de pi r cube, il reste 4 pi r carré. On retrouve bien le 4 pi r carré dr pour notre volume delta V. Donc voilà la démonstration alternative si vous ne voyez pas graphiquement qu'on peut tout de suite écrire cette expression du volume. Donc comme on a le volume de notre système, on peut aussi avoir sa masse, la masse de notre système. Eh bien ça va être une masse infinitésimale delta M, qui va être la masse volumique de notre système fois delta V, autrement dit ρ fois 4 pi r carré dr. Et donc, appliquons le premier principe à notre système, et on va l'appliquer entre deux instants infiniment proches, entre t et t plus dt. Donc le système est compris entre r et r plus dr, et on applique un premier principe entre deux instants très proches, t et t plus dt. Alors le premier principe s'écrit du égale delta q plus delta w. La variation de l'énergie interne de notre système entre l'état initial et l'état final est égale à la chaleur reçue, delta q, et au travail reçu. Alors comme l'évolution du système supposée isochore, il n'y a pas de variation de volume, on va pouvoir annuler le terme en delta w, car on a une transformation isochore du système. Donc il n'y a pas de travail reçu par notre système. Il nous reste à calculer du et delta q. Alors commençons par calculer du. Du, nous pouvons dire que pour une phase condensée, notre système c'est un solide ou a priori ici, ça pourrait être un liquide, mais comme on veut vraiment supposer que c'est un solide ici puisqu'il est immobile, du pour une phase condensée, c'est la capacité thermique de notre solide fois sa variation de température, CdT. Nous savons que la capacité thermique, c'est la masse du système fois la capacité thermique petit c massique
Donc delta M fois la capacité thermique massive petit c fois dt. dt étant la variation de température du système, donc entre l'instant final et l'instant initial. L'instant final c'est t plus dt, l'instant initial c'est t. Donc la variable qui est modifiée dans le dt ici, c'est l'instant considéré, final t plus dt, moins initial t. Et donc, en remplaçant delta m par son expression précédente, on avait trouvé ρ 4 pi r carré dr, et on a petit c, et on a ici le théorème de Taylor appliqué à la température qui donne d rond t sur d rond t fois dt. Voilà donc pour le calcul de du. Maintenant, on s'intéresse à delta Q, qui est le transfert thermique total reçu par notre système. Alors, pour calculer delta Q, il faut bien refaire le schéma. On va dessiner uniquement notre système. Donc, notre système, il est compris entre la sphère de rayon R, la sphère de rayon R plus dr, et nous avons vu que, bien, il y avait un vecteur densité de courant thermique, ici JQ en R plus dr, et ici JQ en R, qui pouvait rentrer dans le système. Notre système, qui est ici, entre les deux sphères. Sphère de rayon R et R plus D. Voilà, comme ça on aura tout de réécrit. Alors, notre système peut donc recevoir un transfert thermique ici. Il reçoit un transfert thermique à sa frontière R, mais il peut aussi en perdre un à sa frontière R plus dr. Ici, via JQ de R plus dr. Donc, on peut aussi exprimer delta Q en fonction du flux thermique. Le flux thermique, c'est la puissance thermique, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui traverse les surfaces considérées par unité de temps. Ici, comme l'expérience dure dt, la chaleur reçue, c'est donc le nombre de joules traversant la surface par seconde fois la durée d'expérience qui est dt. Donc, on peut remplacer delta Q par phi de R fois dt. Et phi, on sait que c'est l'intégrale de JQ sur les surfaces considérées. Donc ici, on va avoir JQ en R fois la surface en R. Donc la surface en R, c'est celle-ci, qui est traversée par JQ. Et ici, on va avoir JQ en R plus dr, fois cette fois-ci, la surface, mais en R plus dr, puisque le vecteur JQ en R plus dr traverse maintenant cette surface-ci. Et toujours fois dt. Alors la surface en R, bah, c'est la surface d'une sphère de rayon R, ça fait donc JQ de R fois 4 pi r carré dt, et puis la surface en R plus dr, bah, ça va faire JQ de R plus dr fois 4 pi de R dr au carré dt. Alors on va pouvoir factoriser, donc delta Q ça va faire 4 pi dt, facteur de JQ de R fois R carré, donc je mets devant, moins R plus dr au carré JQ de R plus dr. Alors pour simplifier cette expression, on va posons f de r égale r carré JQ de R. On a donc f de R plus dr qui vaut R plus dr au carré JQ de R plus dr, de telle sorte que ce terme-là, toute cette expression-là, est égale à f de R moins f de R plus dr, c'est-à-dire moins d rond f sur d rond R, dr par application du théorème de Taylor. Puisque c'est f de R moins f de R plus dr. Et donc, autrement dit, maintenant remplaçons f par son expression, delta de q c'est moins 4 pi dt fois d rond sur d rond r de r carré jq de r fois dr. J'ai repris cette expression là et remplacé f par son expression. On a trouvé delta q, on avait trouvé du précédemment, on va égaliser les deux résultats. Donc du, si on retourne voir, c'était ρ 4 pi r carré dr, c'est ρ 4 pi r carré dr, c'est d rond t sur d rond t dt. Ça c'était du.
égale delta Q moins 4 pi dt d rond sur d rond R de R carré JQ de R dr. Et là, énormément de choses vont se simplifier. Les 4 pi, par exemple, dr, dt, et il reste ρ, c, R carré que je vais faire passer de l'autre côté, ρ c d rond t sur d rond t, égale moins 1 sur R carré d rond sur d rond R de R carré JQ de R. Voici l'écriture du bilan d'énergie en symétrie sphérique. Il ne restera plus qu'à injecter la loi de Fourier dans cette expression pour avoir l'équation de la chaleur vérifiée par la température. Donc si on résume, l'important dans l'application de bilan d'énergie, c'est de bien définir le système initialement et de choisir un système pour lequel la température est la même en tout point. Une fois qu'on a fait ça, on applique le premier principe et le second principe, uniquement le premier principe. On exprime chacun des termes proprement. Alors il y a beaucoup de formalisme, mais l'important c'est de bien avoir conscience de la signification de chaque terme qu'on manipule. Et on obtient l'équation du bilan d'énergie.